Bienvenue à l'ère du temps, qui reçoit donc aujourd'hui Amaria Sall. Amaria Sall, on ne le présente plus aux Sénégalais, on le connaît dans le mouvement associatif, dans aussi ancien Dan de Dieuf, entre autres, la gauche, comme on dit. Amaria Sall est agro-pasteur aujourd'hui, il travaille dans le Léniaï. Nous sommes aussi avec Adama Thiam. Adama Thiam est ingénieur, écrivain. Il travaille beaucoup aussi sur des questions d'importance par rapport au Sénégal, ingénieur en informatique, auteur du livre Les chemins de la dignité, Harmattan 2020. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Les inondations, on en parle un peu partout au Sénégal. Le nord du pays est pratiquement sous les eaux. La crue du fleuve Sénégal, les eaux de ruissellement ont fait qu'aujourd'hui, les populations sont dans le désarroi. Le président Bassirou Diomaye Faye était à Bakel cette semaine. Il est encore là-bas, je pense, il n'est pas encore entré, pour visiter et parler aux populations. Amaria Sall, pourtant, le bulletin Agrimet avait déjà annoncé, depuis le mois de mai dernier, que le Sénégal allait vivre ces situations. Comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui, qu'on en arrive là, qu'il n'y ait pas d'anticipation? Oui, merci Alassane pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et vous avez bien raison de poser la question, donc de savoir pourquoi on semble avoir été surpris par ce qui se passe aujourd'hui au nord et à l'est du Sénégal, alors que dès le mois de mai déjà il y avait une alerte et il y a eu plusieurs alertes après également qui ont été déclenchées, mais les gens n'ont pas fait grand-chose donc avec ces alertes-là, donc pour se préparer. Et ça vraiment c'est dramatique. Et je pense à la limite c'est irresponsable parce que on a vu ce qui s'est passé au Niger, donc ça nous donnait un peu donc un avant-goût de ce qui allait se passer donc chez nous. Donc il aurait dû y avoir donc des plans de contingence, donc se préparer par rapport à ça, parce qu'avant la sécheresse des années 70, nos populations avaient leur propre stratégie donc pour dealer avec ce genre de situation-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait la naissance des villages jumeaux à l'époque, les systèmes d'endiguement des villes et des villages, donc, etc. Et également les déménagements saisonniers, donc pour parer à cette situation. Donc on aurait pu se préparer, donc, mais malheureusement on ne l'a pas fait. Malgré l'information a été là, mais on n'a pas acté, on n'a pas utilisé cette information-là. Le ministère de l'Hydraulique et la direction de la protection civile n'ont pas du tout coordonné donc, pour se préparer à faire face à cette situation-là, dramatique aujourd'hui, qui impacte presque 1,5 million de personnes donc, dans le nord et dans le sud, dans le nord et dans l'est du Sénégal. Oui, Adama Thiam, il s'appelle, celui qui a fait ce papier-là, c'est un ancien des sapeurs-pompiers, Amadou Fall Canard Diop, expert en réduction des risques et des gestions des catastrophes. Il a écrit un papier qu'il a fait publier dans les éditions en parlant de la crue du fleuve, en disant quand la négligence et le manque de coordination mènent à la catastrophe. Bonjour cher Alassane et merci pour votre invitation. J'adresse également mes salutations à M. Sall et je profite de cette antenne pour formuler des prières d'abord à l'endroit de nos populations victimes de ces inondations, mais aussi exprimer ma solidarité et ma compassion à travers cette antenne. Cher Alassane, je crois que le phénomène que nous vivons depuis quelques mois a d'abord été annoncé par le ministre de l'Hydraulique lui-même, qui avait dit qu'il y avait des risques de débordement du fleuve et qu'on savait qu'en cas de débordement du fleuve, naturellement, il y aurait des inondations et les populations en seraient victimes. Mais je crois que c'est la faiblesse des moyens de nos États, en réalité, qui justifie, qui témoigne des catastrophes humanitaires que les populations vivent présentement. Je pense que l'État du Sénégal, peut-être, a peu de moyens pour faire face à cela. Parce que quand même, rappelons quelque chose, depuis le régime de Wade quand même, à chaque période hivernale, on a mis des investissements pour préparer le pays à être résilient face aux prochains chocs.
Et malheureusement, depuis bientôt une vingtaine d'années, nous n'y parvenons pas. Donc, oui, le Premier ministre a annoncé une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour soutenir justement les surpopulations, pour indiquer un peu ce qui se passe là-bas. Oui, c'est toujours bien de formuler des mesures et d'accompagner à travers des financements. Mais je crois qu'il va falloir en amont qu'on apprenne dans nos pays à s'asseoir autour d'une table et de mettre le pays au-dessus de nos personnes. Parce que c'est cela qui permettra de s'ouvrir à l'ensemble des forces vives qui ont les compétences nécessaires pour travailler, penser quelles sont les mesures sur le moyen terme et sur le long terme qui permettront à nos pays de faire face à de telles situations. Oui. Amadou Lamine Ndiaye, un Sénégalais spécialiste des inondations qui travaille aujourd'hui en Mauritanie, pour le gouvernement mauritanien, c'est un Sénégalais spécialiste, a dit dans un post, le problème du Sénégal, c'est moins les problèmes d'assainissement que la gouvernance intégrale des risques de catastrophes naturelles. Ça n'a jamais été une priorité pour lui, pour le gouvernement successif. Un pays comme le Sénégal, qui n'a même pas une stratégie nationaliste de gestion des risques de catastrophes, la dernière réunion de la Commission supérieure de protection civile remonte en 1989. La plateforme nationale mise en place par décret présidentiel en 2008 s'est réunie une seule fois. Le centre d'opération de gestion interministérielle des catastrophes a été réquisitionné par l'ancien ministre de l'Intérieur et mis à la disposition de la police. Détournement d'objectifs. Il n'existe pas un système d'alerte précoce, inondation à base communautaire. Alassane, je voudrais dire que moi je pense que ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de prise en charge donc, de ces problématiques-là. Et une prise en charge professionnelle et sérieuse. Je ne pense pas comme M. Ndiaye que ce soit un problème d'absence de stratégie. Moi je pense que les stratégies existent et elles sont bonnes. Les outils existent et ils sont bons. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Les stratégies, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes ces institutions-là qui existent, qui ne fonctionnent pas depuis plus de 20 ans, cette information qu'on avait, on savait que le ministre lui-même a dit qu'il y a des inondations qui vont se passer, mais qu'est-ce qu'on a fait en ayant cette information? En anticipation. Je ne parle même pas de moyens. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on sait que ça allait se passer. Qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les populations? C'est une simple question d'abord d'organisation à la base. Et la gestion des catastrophes, ce n'est pas une affaire seulement de l'État. C'est une affaire de tout le monde. Les populations ne peuvent pas s'impliquer si elles ne sont pas préparées par rapport à ça. Ces mécanismes qui existent là, si les populations ne s'en approprient pas, ça ne sert à rien. Ces stratégies-là qui existent là, si les populations et les différents acteurs ne s'en approprient pas, ça ne sert à rien. Donc sur le papier, je pense que les stratégies, elles sont claires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu toutes ces alertes-là. Depuis le mois de mai, il y a des alertes. Mais depuis le mois de mai, qu'est-ce qu'on a fait? En mai, il y a eu des alertes. En juillet, il y en a eu. En août, il y en a eu. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette information? On a attendu que les choses, vraiment que le drame se produise. Et j'en profite pour présenter mes condoléances aux populations de Matam, où une jeune fille de 8 ans s'est noyée cette nuit. Donc à Tchaïdé, dans une commune donc, de Matam. On a des localités entières avant même qu'on ne parle des lâchers. On va revenir là-dessus. Avant qu'on ne parle des lâchers de Manantali, il y avait déjà avec les autres ruissellements, comme Alassane l'a dit, il y a des localités entières. Avant qu'on ne parle de Bakel et de Kédougou, qui au nord, je parle de Lobali, qui est une grande ville. Je parle de Sinthiou Diamdior, je parle de Silla Djongto, on parle des populations de Moyo, de Wuro Hadi, de Wuro Amadoussi, de Wodobere, de Djamel, qui est un quartier dans la commune de Matam, qui était déjà victime, avant qu'il y ait les lâchers. Et l'OMS nous a dit qu'ils allaient faire des lâchers, on savait donc que ça allait empirer la situation. Mais on n'a rien fait. On n'a pas mis en branle donc ces mécanismes-là, ces stratégies-là, rien n'a été mis en œuvre. Ça existe sur le papier, etc. Et il y a ce problème de coordination, comme on l'a dit tout à l'heure, entre la direction de la protection civile et le ministère de l'hydraulique, justement, où il n'y a eu aucune coordination. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas encore, pour moi, la question des moyens, c'est une autre chose. Mais c'est une gestion dans la durée. Parce qu'on savait qu'avec le réchauffement climatique, avec tous les problèmes qu'il y a, on savait que c'est des choses qui vont se passer. Et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est malheureux, quoi. On parle de proactivité. Moi, je parle ici de contre-proactivité de la part des autorités. Et c'est ça qui choque. Et c'est pour ça que la réaction timide et timorée n'étonne pas. Et ça scandalise. Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui sociales
économiques de cette situation? Cher Alassane, les conséquences, elles sont nombreuses et diverses. Moi, la première conséquence qui m'attriste en réalité, nous sommes au mois d'octobre et en réalité c'est le début, c'est la rentrée scolaire. Et ça veut dire que pendant au moins jusqu'au mois de décembre, peut-être au mois de janvier, les jeunes élèves de ces localités ne vont pas fréquenter l'école. Alors que nous sommes dans un pays dont il y a au moins une nécessité d'égalité, une nécessité d'égalité des chances, et l'école est quand même l'institution la plus indiquée pour permettre de donner la chance à tous les enfants de ce pays. Donc, la première conséquence, c'est ça à mon avis. Les secondes conséquences, c'est la cessation brute de toutes les activités économiques dans ces zones. Nous savons que nous avons des pays où les revenus sont assez faibles et le secteur informel abrite une large frange de nos populations. Donc à partir de là, il est évident que les activités économiques vont s'atténuer et ça peut créer davantage de pauvreté chez des populations déjà vulnérables. À cela, on va ajouter peut-être les problèmes de la mobilité, puisque les routes vont être dégradées et évidemment la cessation également des activités du monde agricole et des pêcheurs, parce que quand même c'est la région un peu du fleuve, donc il est évident que l'ensemble de ces populations vont connaître un reflux de leurs activités, sans parler des problèmes de risque de sécurité avec les poteaux électriques, ainsi de suite. Oui, les conséquences économiques avec des hectares de terres qui sont envahis par les eaux et les populations, c'est avec ces terres-là, ces récoltes-là qu'ils arrivent à vivre. Justement, avant de venir sur les conséquences économiques, je reviens un peu sur les conséquences sociales, comme M. Thiam l'a mentionné. Un des effets immédiats négatifs, c'est sur la scolarité donc, des enfants. Heureusement, les populations du Fouta n'étaient pas en position d'attente tout de suite. Même avant la rentrée, parce que le premier jour de la rentrée, les gens ont lancé une campagne, une maison, un écolier. Donc dans la région de Matam, on travaille avec les économies. Et je profite pour saluer l'écrivain Alassane Sall Dembel, qui en ce moment est basé à Londres, mais qui a lancé cette initiative-là avec le soutien de la Fédération des associations du Fouta pour le développement. Il s'agit de recenser les élèves des villages et villes qui sont impactés et de les placer dans des familles, dans des villages qui ne sont pas impactés, qui sont sur le Djeri. Ça, c'est un travail qui est déjà en cours. Donc les populations n'ont pas attendu. Il y a le chaîne de solidarité. Oui, il y a un chaîne de solidarité. Il y a déjà des gens, des familles qui sont portées volontaires pour accueillir 5 élèves, d'autres 1 élève, d'autres 3 élèves, des familles même ont proposé 10 élèves. On a fait ce recensement-là, les placements sont en train d'être faits. Donc on n'a pas attendu, on a anticipé, même avant que les autorités académiques réagissent là-dessus. Déjà, il y avait ce mouvement-là qui est en cours et d'ailleurs, il y a la campagne sur le net. Vous pouvez voir sur le net qu'il y a cette campagne-là qui a été lancée. Sur le plan social, ce n'est pas seulement les élèves. Sur le plan sanitaire, c'est la même chose. Les centres de santé et les dispensaires sont inaccessibles. Donc, ils sont sous les eaux. Donc, les gens ne peuvent pas se soigner. Vous parlez de risque de coupure, les routes sont coupées. Il y a des villages où la circulation à l'intérieur du village même, la circulation entre maisons se fait par pirogue. Donc ça, vous pouvez voir tout le drame. Et évidemment, les gens ont perdu leur vivre et tout. Pour en revenir à la question économique, rien que dans le département de Matam, il y a 700 hectares pour la riziculture qui sont endommagés. Pour le moment. Le bilan, ça, c'est le chiffre officiel de la SAED. Moi, je suis certain que ça fait beaucoup plus que ça. Dans le département de Podor, on parle aussi de 500 hectares qui sont aménagés. Les bananeraies, donc au Sénégal oriental, avec l'excellent... Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va mettre sur place 8 milliards de francs CFA pour venir au secours aux populations. 8 milliards, ça, on va en reparler. Mais je veux déjà dire que les dégâts sont énormes donc, sur le plan économique. Et il y a également l'arrêt total des activités pour des milliers donc d'habitants donc du Fouta et du Guidemaha. Et ça, on en passe sans compter les habitations qui sont endommagées. Les gens vivent dans l'eau, le problème sanitaire qui se pose. Donc avec aussi les moustiques, le paludisme et tout. Donc c'est une situation terrible. Le gouvernement a annoncé 8 milliards. Apparemment, c'est 8 milliards pour la région de Kédougou. Je ne sais pas. Ils ne font pas de plus de précision pour l'instant. Ce qui était annoncé, c'est pour la région de Kédougou. On ne comprend même pas pourquoi il n'y a pas une réaction sur ce qui se passe dans la région de Matam, dans la région de Saint-Louis, alors que ces populations étaient impactées avant
celle de Kédougou et de Bakel. Bon, on doit être solidaire avec tout le monde, mais on ne comprend pas cette sorte d'indifférence et de cette sorte d'apathie. On a même vu au début des crues, des ministres qui sont rendus sur le terrain dans la région de Matam, qui ont rebroussé chemin parce que justement les zones qui sont impactées sont inaccessibles. Mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que nous, dès le début du mois d'octobre, on avait demandé le déclenchement du plan Orsec. Pour nous, le plan Orsec, on doit mettre de côté les considérations technocratiques pour dire qu'il y a un certain seuil qu'il faudrait attendre. Peut-être qu'il faut compter un certain nombre de morts, je ne sais pas, pour déclencher. Quand on parle de proactivité, justement, si on avait déclenché le plan Orsec dès le début de ces inondations, avant de les lâcher, cela aurait permis, même sur le tard, de mettre en place un plan de contingence. Donc, pour faire face à cette situation-là. Et pour moi, 8 milliards, c'est quantité négligeable par rapport à la situation que les gens sont en train de vivre. Et encore que ces 8 milliards semblent destinés exclusivement, en tout cas jusqu'ici, à la région de Kédougou. Sauf si on donne plus d'informations. Et les cash transferts qu'il y a eu, jusqu'à présent, en tout cas, le nord du Sénégal n'a pas encore reçu de cash transfert, à ce que je sache. Il y a eu aussi un défilé des hommes politiques, comme il l'a dit. Dans un premier temps, il y a des ministres du gouvernement qui sont partis sur place, rencontrer les populations, leur parler, apporter leur soutien. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de politisation de la misère des gens. L'opposition aussi, en attaquant le gouvernement sur ce point bien précis, alors que les gens vivent un drame. Oui, ça revient à une des problématiques dans nos pays. Je pense que dès le moment où il y a une absence d'une foi collective à un avenir partagé, prospère, juste où la population globalement s'émancipe et que les individus, les habitants arrivent à, disons, s'épanouir, se réaliser, s'accomplir à travers le travail et la morale, on n'arrive pas toujours, à mon avis, à fédérer l'essentiel des forces vives de notre pays pour adresser des questions fondamentales. C'est très regrettable, à mon avis, qu'une partie de l'opposition ne se déshabille pas de son manteau d'opposant pour accompagner le gouvernement. Parce qu'à la fin de la journée, quand même, ce sont des populations, des compatriotes qui périssent de ces drames. Je terminerai peut-être pour dire qu'il est fondamental que le gouvernement s'ouvre encore une fois aux partis politiques qui partagent sa vision d'un meilleur Sénégal pour les associer dans ce genre de phénomène qui attriste les populations pour trouver ensemble des mesures et atténuer la souffrance des populations. Oui, mais Bougane Gueye Dany, avec Anta Babacar Ngom et Thierno Bokoum, disaient qu'ils voulaient aller à Bakel apporter le soutien à la population. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Bougane aujourd'hui est en garde à vue parce que, selon lui, il allait voir les populations. Les autorités ont posé un problème de sécurité parce que le président était présent à Bakel. Par principe, je suis pour le respect de la liberté des individus. Pour un continent qui a quand même subi pendant plusieurs siècles le phénomène de l'esclavage et de la colonisation, il est fondamental que la dignité, la liberté soient sacralisées dans nos pays. Toutefois, je pense que M. Bougane Gueye Dany n'avait pas besoin de politiser cet événement pour se rendre à Bakel avec, j'ai vu quelques images, une cohorte de grandes 4x4, presque c'est narguer les populations qui s'y trouvent. Je pense qu'il aurait pu avoir une démarche plus, disons, partagée avec les autorités, peut-être préparer quelques, comme il se présente comme un homme d'affaires, préparer quelques marchandises, quelques comment dirais-je, denrées de première nécessité pour aider, soulager les populations. Je pense que cette activité serait plus utile pour son image que le théâtre qu'ils ont montré hier. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui cette question? Je suis désolé, je suis totalement en désaccord avec M. Thiam. Alassane, vous avez posé une question très importante. Dites qu'il y a une utilisation politique. Et ça, ce n'est pas seulement avec les inondations. Justement, c'est un des problèmes de ce pays-là. Les gens qui sont au pouvoir, comme les gens qui sont à l'opposition, les politiciens en général, les politiciens professionnels, les problèmes des Sénégalais sont juste une excuse pour eux
pour poursuivre leur propre agenda d'accomplissement personnel. Il y a vraiment aucune volonté, de réfléchir sérieusement sur les problèmes du pays. Absolument. Et d'y apporter des solutions. D'ailleurs, vous voyez, le débat, qu'est-ce qui occupe le débat politique? Le débat politique, c'est toujours, on est toujours en train de débattre sur les élections. On est toujours en train de débattre sur les accès aux médias, etc. Mais les problèmes comme ce problème-là qu'on savait qu'il allait se passer, les problèmes comme les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes comme les problèmes d'accès à la terre, les problèmes les questions d'équité territoriale, qui doivent scandaliser les gens, qui doivent les mobiliser, les gens ne se mobilisent pas là-dessus. Mais le gouvernement est en train de faire aussi une utilisation politicienne de cette truc. Pendant que les populations sont là dans une détresse totale, qu'est-ce qu'on a vu? Certains sont dans des spectacles, comme ce qui s'est passé hier au Grand Arena. On est en train de mobiliser des fonds pour les élections, alors qu'on est face à une catastrophe. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Les populations sont en train de se noyer. Et les gens, là, ce qui les préoccupe, c'est les élections. D'ailleurs, au Sénégal... Et le président de la République, qui prend son hélicoptère, qui se met en tenue militaire, qui va sur le terrain, il ne prend même pas le temps de rester avec les sinistrés. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Balou qui l'a dit. Balou, dans le département de Bakel. Il dit que le président n'a même pas pris le temps de les écouter. Il est venu, il a dit ce qu'il a dit, il est reparti. Il n'a même pas pris le temps d'aller réellement voir ce qui se passe. Parce que peut-être il était plus pressé ailleurs. Il a pris beaucoup plus de temps à parler des histoires de vaccination qui intéressaient donc les Européens que de rester avec les populations qui sont dans le besoin. Et sans dire qu'il n'est même pas parti voir les populations du Nord. Mais là où il est parti, il n'a pas vraiment... Moi, je suis choqué. C'est pas seulement l'opposition. C'est pas seulement... C'est de façon générale la classe politique sénégalaise. Je dis. Et c'est ça qui est révoltant. Ce sont leurs agendas politiques personnels. Ce sont les calculs politiques qui déterminent leur prise de position sur les différentes questions. Oui, mais beaucoup posent la question d'ailleurs. Pour moins que ça, les élections ont été reportées au Sénégal. Absolument. Parce qu'il y a l'inondation dans la banlieue dakaroise. Absolument. Aujourd'hui, dans le Fouta, tout le monde est sous les eaux. On ne pense même pas à reporter les élections législatives. Je ne sais pas si le gouvernement ou en tout cas les autres partis de l'opposition envisagent de se concerter pour repousser la date des prochaines élections législatives ou pas. Mais il est évident qu'à ce rythme, les lieux de vote, quand même dans le reste du pays, en tout cas dans l'Est et dans le Nord, ne seront pas praticables. Maintenant, je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur a... Les populations sous les eaux ne pourront pas voter. Déjà, c'est ça qui est dramatique. C'est que dans nos pays, il est, comme l'a déjà dit M. Sall, les hommes politiques pensent que la démocratie se résume en termes d'organisation des élections. Alors que en démocratie, ce qui est le plus fondamental selon nous, c'est l'effectivité des droits économiques, politiques évidemment, culturels, mais environnementaux. Il y a le groupe d'experts sur le climat, le GIEC, qui produit des analyses sur le phénomène climatique, sur les enjeux de notre époque. Ça veut dire que les hommes politiques doivent quand même calquer leur politique intérieure à travers ces enjeux pour pouvoir adresser les différentes problématiques qui se présentent aux populations. C'est vraiment regrettable qu'on mette toujours ce droit politique de pouvoir organiser des élections, de pouvoir choisir ses élus au détriment des autres droits économiques et culturels et environnementaux des populations. Ouais, je rappelle que vous suivez l'Air du Temps qui reçoit Amaria Sall, agropasseur, et Adam Thiam, écrivain et aussi ingénieur en informatique. Amaria, on a senti on a l'impression qu'il n'y a pas d'anticipation. Avec ce qui se passe aujourd'hui à Podor, ce qui se passe à Kédougou, la prochaine cible, c'est peut-être Saint-Louis. Il y a un communiqué du gouvernement qui se limite à dire aux populations d'être vigilantes au lieu d'organiser les déplacements. Est-ce que Saint-Louis ne risque pas aujourd'hui aussi d'être sous les eaux demain et de faire le même constat? Non, il y a des parties de Saint-Louis qui sont déjà affectées. La ville de Saint-Louis, il y a des parties qui sont déjà affectées. Ça, c'est en fait, mais comme tu dis, non seulement il n'y a pas d'anticipation, mais même
dans l'urgence, la réaction... Même on appelle à la mobilisation des populations. L'appel à la mobilisation de l'organisation des populations, ça laisse complètement donc, à désirer. Et on ne comprend pas vraiment où sont les priorités des gens. Je dis aujourd'hui, la situation... je ne reproche pas seulement le gouvernement, je ne reproche pas seulement les hommes politiques, mais même la société sénégalaise de façon générale. Je dis, dans le pays là, pour la majorité du reste du pays, la vie continue comme si rien ne se passait. Moi, dans un poste sur la barre, je me disais, où sont passés nos cœurs, hein? Les Sénégalais dont on chante la compassion, le sens de la solidarité, avec ce drame-là qui se passe, moi je ne sens pas mon pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Hein? La vie continue, quoi. La pour société les autres, civile, la société civile, le silence, la société civile. La société civile, tout le monde... Qui ne s'occupe que d'élections aussi. Voilà, les gens, c'est ça qui les intéresse, c'est les petites querelles entre politiciens qui mobilisent les gens, c'est ça qui capte l'intérêt. Et les marchés d'élection présidentielle, les marchés d'élection, de la prochaine élection, comment on fait en tant que société civile, participer, avoir de l'argent pour les élections, on ne passe pas aux populations. Non, absolument, et c'est ça l'idée, et c'est ça qui est choquant, qui est révoltant, c'est nous tous. Tous nous sommes interpellés donc, face à cette situation. Et au-delà de l'urgence, il faudrait voir, parce que c'est des problèmes qui se posent dans la durée. Il faudrait voir comment ces problèmes-là peuvent être pris en charge. Et on ne peut pas prendre en charge ces problèmes-là sans que les populations elles-mêmes donc, soient impliquées, organisées, etc. Et on doit bénéficier donc, de la solidarité nationale qui doit venir de tout le monde. Tous les Sénégalais doivent se sentir concernés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le nord et dans le sud du pays. Mais comment peut-on comprendre le silence de la société civile sénégalaise par rapport à cette situation? Dès qu'il y a élection, on entend parler, parce que derrière, il y a des petits marchés qu'ils cherchent à faire de l'argent, à être des observateurs dans les élections, à savoir des pécules, mais les populations sont noyées dans les eaux, on ne les entend pratiquement pas. Oui, j'ai vu un document, je pense, du Forum civil, et effectivement, ils ont parlé des prochaines élections législatives. Mais cela témoigne encore une fois que dans nos pays, nous n'arrivons pas quand même à, disons, enraciner en nous l'idéal républicain et démocratique. Comme vous l'avez dit, M. Sall, effectivement, nous sommes en république, nous formons une seule nation, et en république, l'une des caractéristiques les plus fondamentales, c'est l'équité. C'est l'équité entre les territoires, c'est l'équité entre les citoyens. Et le Sénégal, à travers ces incidents très dramatiques, n'a pas senti une nation qui converge autour de ses dirigeants pour permettre aux populations victimes... Pas converger autour des dirigeants, converger autour des problèmes. D'accord, mais à la fin de la journée, ce sont les dirigeants qui ont les leviers. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister là à une fracture de la société sénégalaise de façon globale? Que la politique a fait que les Sénégalais sont divisés sur l'essentiel, même s'il y a des problèmes, chacun pense à ses intérêts personnels. La bipolarisation. C'est un fait. C'est un fait. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, dans des pays où certains pensent que je suis radical sur cette question, parce que je dis que nous n'avons pas encore fondé notre école. Parce que grâce à l'école, la société peut ériger un idéal de société et adosser l'école à un train d'objectifs globaux. Et l'école sénégalaise, aujourd'hui, a failli parce que c'était une école importée. Et c'est le rôle des nouvelles autorités de fonder une nouvelle école sénégalaise qui permettra à tout un chacun de se sentir sénégalais avant d'être autre chose. Et à partir de là, on pourra facilement mettre notre nation et notre continent, puisque j'ai toujours considéré que les problématiques dont le Sénégal fait face ne pourront être résolues que grâce à une mutualisation au niveau des communautés régionales. Ici, ce sera la CEDEAO. Donc, il est essentiel, à mon avis, encore une fois, que les autorités arrivent à s'ouvrir davantage, parce qu'il ne faudrait pas qu'elles s'enferment sur les 54% qui les ont élus. On ne gouverne pas un pays en créant des minorités
et en créant une dualité. Parce qu'à la fin de la journée, quand même, nous devons rester une seule nation et c'est un peuple qui s'émancipe. L'émancipation individuelle, c'est une chimère. Cela n'existe pas. Individuellement, un être humain peut se réaliser par le travail et la morale. Mais dans nos pays, on refuse ces deux valeurs. Les sociétés, à mon avis, s'enrichissent par le travail, par la morale. Si vous y ajoutez la spiritualité, ça peut permettre de modérer et de tempérer les pulsions. Et dans nos pays, nous n'avons pas encore eu des dirigeants capables d'impulser cela. Nos dirigeants, globalement, sont dans l'accumulation et le prestige, alors que nul ne peut être plus prestigieux que son pays. Absolument. Ça nous permet d'enchaîner le deuxième point de débat, la stratégie nationale de développement de la nouvelle administration jusqu'en 2050. Quelles sont les pertinences de cette stratégie? Je vais en revenir, mais je veux juste rebondir sur la question de sur la question de l'équité territoriale et de justice territoriale. Vous voyez, Alassane, moi je suis le fils d'un village qui a été rayé presque de la carte du Sénégal en 1999. Et pourtant, on n'a pas eu de plan Jaxaay. Nous avons reconstruit tout seul toute une ville, donc à Tareji. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Fouta et ce qui se passe dans le Guidimaha, on ne parle pas de plan Jaxaay. Et pourtant, à Dakar, rien que... Parce qu'il y a ce problème de biais urbain. Vous voyez, dans les villes, quand ça se passe dans les villes, on y met toute l'attention, on y met tous les moyens. Quand c'est Touba, quand c'est Dakar, et ça, c'est le biais urbain qu'il faudrait combattre. Alors, quand ça se passe dans les villages, rural, en campagne, on n'a pas les... Dakar, on a englouti, ils disent, sous Macky Sall, ils disent qu'ils ont mis 792 milliards pour combattre les inondations à Dakar. Et maintenant, on nous parle de 8 milliards pour toute la zone, pour pratiquement 3 régions. La région de Tamba, 4 régions. La région de Tamba, la région de Kédougou, la région de Matam et la région de Saint-Louis. Pour 4 régions qui sont sous truc, on nous parle de 8 milliards. Et rien que pour la ville de Dakar, on a mis 792. Vous voyez vous-même les déséquilibres. Et ça nous amène à votre question sur les plans, sur les stratégies de développement, etc. Moi, très franchement, on n'a pas le temps peut-être dans cette émission-là, mais si on compare la stratégie nationale de développement économique et social 2013-2017 au PAP 2, donc du plan émergent, Sénégal émergent de Macky Sall, au nouveau plan sorti par des experts, après avoir parlé de 4000 experts qui ont travaillé sur un plan, finalement on a un plan qui est piloté par un cabinet de performance. Si je compare les 3 plans, si on avait ici un PowerPoint, on fait une comparaison. La seule différence qu'il y a entre les 3 plans, la seule différence entre la SNDS sous Wade, le plan Sénégal émergent et le nouveau plan de Diomaye et Sonko, la seule différence que j'ai vue, la seule chose nouvelle qu'ils ont ajoutée, c'est l'engagement africain. L'engagement africain. Oui, c'est la seule chose nouvelle. Tout le reste, ils ont changé l'habillage verbal, mais du point de vue des choix, des orientations, c'est exactement les mêmes. Je demande à tous les experts de le regarder, de comparer la SNDS 2013-2017, comparer ça avec le PAP 2, donc de plan Sénégal émergent, et comparer ça avec le nouveau document que les gens... Je dis, la seule chose nouvelle, c'est ce qu'ils ont appelé l'engagement africain. Et ça, ce n'était pas peut-être dans nos plans économiques, mais c'était déjà dans la constitution du Sénégal. L'engagement africain est déjà dans nos constitutions. Donc pour dire que, en réalité, et puis ce n'est pas étonnant, Alassane, parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'administration sénégalaise, quand même, nous avons des gens extrêmement compétents qui sont là. Des gens qui réfléchissent très bien. D'ailleurs, leur expertise est utilisée partout dans le monde. Ce sont ces gens-là qui, sous les différents régimes, c'est eux en réalité. Mais de façon globale, c'est la même trame. C'est la même trame. C'est le même système, c'est les mêmes personnes qui sont là. Peut-être les appellations changent, mais le fond ne change pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est l'habillage verbal qui a changé. Mais il n'y a pas de différence fondamentale, et je défie quiconque, je suis prêt à entrer un débat avec les gens là-dessus. Il n'y a aucune différence fondamentale entre la SNDS, le plan Sénégal émergent et le nouveau plan dégagé. J'ai dit la seule différence, même au niveau de l'habillage verbal que j'ai vu, c'est qu'on a rajouté l'engagement africain comme une dimension dans la stratégie. Mais justement, pourquoi cette incapacité à apporter un changement en profondeur? Parce que ceux qui dirigent le pays étaient dans le système aussi, hein? Malgré que les discours qu'on donne là, c'est le système sénégalais, éducatif, universitaire qui les a formés. Oui,
et non à la fois. Pourquoi? Je pense qu'il faudrait un peu rappeler la trajectoire de nos pays. Parce que c'est fondamental, à mon avis, pour comprendre pourquoi parfois il y a beaucoup de mysticisme dans nos pays. Nous avons connu des phénomènes très douloureux, l'esclavage, la colonisation. Puis on a accédé aux indépendances. Et il y a eu la sécheresse dans les années 70. Il y a eu les chocs pétroliers. Et dès 1970, l'État du Sénégal était presque à terre. À partir de ce moment, il y a eu les plans de stabilisation qui ont duré pendant une année. Après, ils ont ajouté à cela les plans d'ajustement à long terme. Il y a eu l'ajustement monétaire avec la dévaluation. Oui, mais Adama, les pays asiatiques ont pratiquement vécu la même chose, sinon pire. Ils s'en ont sortis. Non. Pourquoi cette incapacité des Africains à proposer des alternatives africaines? C'est ça. C'est là où on doit y aller et on cherche à y aller. Une petite remarque sur votre comparaison entre les deux plans. Il y a un mot... J'ai comparé 3 plans. 3 plans, autant pour moi. La nouveauté, en réalité, c'est la mentalité des nouvelles autorités et l'état d'esprit. L'état d'esprit des nouvelles générations. La génération des aînés avait une meilleure formation académique, avait une meilleure culture. Mais nous, notre génération, elle dit qu'est-ce que la culture d'un Senghor, d'un Abdou Diouf, d'un Wade, des hommes qui étaient très pointillés, très rigoureux, ont apporté finalement à nous qui sommes aujourd'hui aux manettes de nos pays. Nous avons eu une moins bien formation académique. Nous sommes moins cultivés qu'eux. Mais au moins nous osons, face à nos anciens bourreaux, faire des choix et essayer de les assumer. Parce qu'en réalité, c'est là la puissance dans un pays. Il y a plus d'audace. Il y a plus d'audace. Et c'est pourquoi je lance un appel. Il faudrait que les aînés ne se rebiffent pas uniquement sur nos tares. Il est fondamental qu'ils accompagnent les générations actuelles et que celles-ci aussi soient à l'écoute des remontées de cela. Puisque, encore une fois, nous appartenons à la même nation. Nos pays sont déterminés par l'extérieur. Ça veut dire que quand vous êtes déterminé par l'extérieur et que le Fonds monétaire, en réalité, vous laisse élaborer des programmes, ce sont les noms qui changent. Hier, c'était la SNDS Ouad, il y avait le plan Sénégal émergent sous Macky Sall, avec ces différentes déclinaisons, les PAP. Aujourd'hui, nous avons notre agenda pour 2050 avec un premier plan quinquennal. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est fondamental pour les hommes, pour le gouvernement actuel? C'est la feuille de route du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire, à partir des années 2000, on parlait de facilité pour diminuer la pauvreté dans nos pays. Le prophète des libéraux, par exemple, il s'appelle Adam Smith. Dans son ouvrage phare est intitulé « De la richesse des nations ». Comment la richesse des nations se fonde. Chez nous, on cherche à réduire la pauvreté, juste pour montrer le manque d'ambition. Mais aujourd'hui, quand même, la classe politique est consciente, en tout cas, est consciente que nous devons chercher une autonomie de décision. Mais les pays qui ont réussi ça ont mis la culture et l'éducation au cœur du développement. Si les Américains dominent le monde aujourd'hui, c'est par leur culture, c'est par leur musique, c'est par le sport, c'est par l'imaginaire qu'ils ont arrivé à façonner. La culture n'est pas aujourd'hui au Sénégal, encore une fois mise en avant. Le ministère de la Culture n'est pas un ministère de souveraineté. La culture, on le prend comme si c'était juste du folklore. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de curseur? La culture, comme disait Senghor, elle est au début et à la fin de tout. Dans nos pays, aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est la souveraineté. Même si la souveraineté ne signifiera pas qu'on ne va pas s'ouvrir au reste du monde. Le Sénégal n'est pas une île, l'Afrique n'est pas une île. Nous sommes membres du monde. Et aujourd'hui, le combat principal que les générations africaines mènent aujourd'hui, c'est obtenir une autonomie de décision. C'est-à-dire avoir aussi la faculté de faire nos propres choix politiques
et d'être en mesure de les implémenter. C'est pourquoi le mot phare que le gouvernement actuel et ailleurs en Afrique ont introduit quand même, c'est le mot industrie. On parle d'industrie agroalimentaire, d'industrie extractive, et pour enfin avoir un secteur tertiaire plus développé. Parce que nous savons que nos économies sont totalement extraverties. C'est uniquement dans nos pays où vous avez des populations qui n'ont absolument rien et qui ne font rien. C'est une hérésie. C'est-à-dire que vous avez une demande qui est là, non satisfaite des besoins, et il n'y a pas d'offre. Ça veut dire il y a pas une... On ne met pas le pays en chantier, les populations au travail. Et... Mais Amar, les pays asiatiques, comme par exemple la Corée du Sud, si on prend son exemple, a mis l'enseignement, la culture au cœur de son développement. L'enseignant en Corée du Sud est la personne la mieux respectée, la mieux payée, la mieux choyée. Aujourd'hui, les jeunes Coréens te produisent du Samsung, te produisent aujourd'hui de Hyundai. Parce que la technologie et la science est au cœur de l'enseignement dans ces pays-là. Dans nos pays, aujourd'hui, on a l'impression que la culture et l'éducation, c'est juste des pis-aller. Je suis totalement en phase. Je ne dirais pas la culture, mais je dis que l'éducation et la formation sont incontournables. C'est ça la voie. Est-ce qu'on peut développer un pays en n'ayant pas une stratégie claire sur ce plan bien précis, avec nos langues nationales ancrées dans nos cultures, nos valeurs? Vous savez, c'est pour ça que peut-être pour nous, anciens gauchistes, entre guillemets, la question de l'école a été toujours une question centrale pour nous. C'est pour ça qu'on parlait d'école nationale démocratique et populaire. C'est un concept qui signifie beaucoup de choses. L'éducation qui a été pratiqué par les pays asiatiques. Voilà. Et vraiment, ça, si on ne règle pas la question donc, de l'éducation et de la formation, on n'ira nulle part. Ça, c'est le premier combat à gagner. Et c'est là qu'on doit mettre l'essentiel donc, des ressources et le faire dans nos langues nationales. Ça, c'est un impératif. On ne peut pas le faire dans des langues étrangères, alors que les gens le théorisent. Maintenant qu'on parle de souveraineté, les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau. Mais mon cher, le PAI parlait de Mom Sereo en 1957. Absolument. Mom Sereo, c'est quoi? Oui. Donc le concept de souveraineté, là, les histoires de patriotisme, là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas qu'on essaie de divertir les gens par rapport à cette question-là. La question du FMI et de la Banque mondiale, lui, il est témoin, la presse est là. Hein? Une presse très peu diversifiée. À l'époque, le slogan, c'était ici, Banque mondiale Tchibiti, FMI Tchibiti. Hein? Donc là, ce n'est pas des combats d'aujourd'hui. Avec des journaux comme Kharebi. Voilà, oui. C'est ça, c'était utile. Et je peux même, juste une parenthèse, je voyais un peu le titre toujours qui venait dans le journal Diaïdo Lebi. On voyait à l'angle droit qu'il y avait ce truc qui disait que, on ne réforme pas le néocolonialisme, on le détruit par la révolution. Pour te dire que rupture yooyu ñuy wax, c'est pas nouveau. Maintenant, le problème, c'est il faut, comme disent les Américains, put the money where your mouth is. Non, xaalis bi fu ngay wax lu ñuy wax nañ fa def alal ci mais lu ñuy wax defuñu fa alal ci. C'est ça, et y a pas, sur ce plan-là, il n'y a pas de rupture. Quand on parle de rupture, c'est très bien. Tout le monde veut cette rupture-là. Mais il ne faut pas que l'on pense qu'on peut faire une rupture sans que nous ne perdions la rupture à notre niveau personnel. D'abord, sur les pratiques, sur les comportements, en pensant que c'est les gens... Parce qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Ici, dans ce pays-là, les gens pensent que les autorités étatiques, etc. et autres, c'est eux les boss. Ce n'est pas des boss, c'est les employés du peuple. Normalement. Hein? Tu vois, tant qu'on est dans un pays où les populations... Tant qu'on est dans un pays où les populations considèrent chaque investissement comme une faveur, absolument, et non pas un droit qui vient qui finance, on n'ira nulle part. Donc le changement de mentalité dont vous parlez, et Obama, j'aimais bien Obama quand il faisait sa campagne, il disait soyons le changement que nous appelons. Soyons nous-mêmes le changement que nous appelons. Et ça, pour être ce changement-là, il faut que nos autorités-là soient moins arrogantes, qu'elles pensent moins être les détenteurs des solutions. Et qu'elles pensent que c'est eux qui vont régler le problème. C'est le peuple mobilisé, absolument, conscient, organisé qui peut régler les problèmes. Oui, mais ce n'est pas des hommes providentiels qui vont régler les choses. Adam Thiam, est-ce que la question n'est pas beaucoup plus profonde que ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, c'est pas que les familles sénégalaises sont malades? Le modèle de famille qu'on a n'opère plus. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation qu'on doit inculquer à nos enfants dans nos familles, on a déserté nos responsabilités? Et conséquence, on récolte un pays où tout est anarchique.
Oui, les enfants qui sortent des familles ne sont plus éduqués. Les parents ont fui leurs responsabilités. Oui, ce sont des questions très, très complexes, mon cher Alassane. L'État... Il faudrait bien qu'on se pense sur la famille. Oui, d'accord, mais l'État peut avoir une politique familiale. Mais l'État ne gère pas, à mon avis, l'intérieur des familles. Ce que l'État peut opérer dans nos pays d'abord, c'est créer une nouvelle école et mettre en place des politiques qui permettent de mobiliser les populations sur des chantiers partagés, partager les idées, en tout cas, les idéaux partagés par la population, pour que celles-ci s'investissent dans des activités qui vont permettre aux populations d'avoir des revenus. J'aime bien les pays asiatiques qui sont pragmatiques. Ouais. Quand Deng Xiaoping est venu au pouvoir, il a dit qu'un chat soit gris ou noir, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Absolument. Est-ce que nous, nos chats attrapent des souris? Non, pour le moment, est-ce que nous avons des chats? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. C'est la question mais il ne faudrait pas juste deux éléments comparatifs, ou même trois. Allez-y. Les États-Unis d'Amérique, la Chine d'aujourd'hui et hier l'URSS ont bâti leur puissance économique sur leur superficie qui était vaste et la variété des richesses qu'ils y trouvaient. Oui. Les autres, l'Angleterre, la France, le Portugal, l'Espagne, eux, ils ont bâti leur puissance sur des empires coloniaux, sur de l'extractivisme, sur du pillage. Nous, au Sénégal... On a tout ici au Sénégal. Non, à l'échelle de nos pays, Oui. ce que nous devons apprendre à faire, c'est avoir une gouvernance plus vertueuse. Mais le progrès économique, la souveraineté réellement, elle ne pourra être exercée en tout cas c'est ma forte conviction, qu'à l'échelle de notre communauté régionale. C'est pourquoi dans mon ouvrage intitulé Les chemins de la dignité, une nouvelle voie pour l'Afrique, publié chez L'Harmattan en 2020, j'ai proposé qu'on essaie de constituer de faire revivre nos communautés régionales, les transformer en communautés politiques pour pouvoir ne serait-ce transférer 4 domaines au niveau de ces communautés, c'est-à-dire l'économie, la diplomatie, la sécurité et la défense et l'école. Parce qu'à l'échelle actuelle du monde, il n'y a pas un pays africain qui est assez outillé pour faire face aux défis, alors que nous vivons dans un monde avec 4 grandes problématiques. La démocratisation des sociétés, on voit ce qu'elle produit aujourd'hui, le réchauffement climatique, dû en grande partie à la surconsommation des ressources naturelles et la sécurité dans le monde. Les pays africains ne peuvent pas faire individuellement face à cet ordre du monde. Oui. Moi, je crois absolument à l'Afrique, à une Afrique unie et fédérée. C'est un de nos combats. Un État fédéral. Mais on est en train de renouer en attendant avec une Afrique de coup d'État. Oui, absolument. Aujourd'hui même, au niveau du Mali, on se autoproclame général, avec tout sa cohorte. On le défendre le Mali, les généraux maintenant sont au pouvoir. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est ça qu'on voit aujourd'hui en Afrique. Je suis d'accord, Alassane. Je reviens encore sur... Malgré toute cette situation qu'il y a, au moins je suis d'accord avec lui. On ne peut pas s'en sortir si l'Afrique n'arrive pas à s'unir. En tant que continent, à avoir un État fédéral africain, ça c'est un combat. Est-ce qu'on a des leaders capables de prendre en main? Je viens à ça. Voilà. Je dis que c'est ça doit être un objectif. C'est pour ça qu'on se bat sur des questions qui ne sont pas importantes. Alors c'est sur ces questions-là qu'on devrait se battre. Les Kwame Nkrumah, ils ont tenté des choses là-dessus. Les Cheikh Anta Diop, ils ont tenté des choses là-dessus. Pour moi, ce n'est pas un combat perdu. Comme tu dis, il y a beaucoup de facteurs bloquants. Il faut combattre tous ces facteurs-là. Le putschisme, les nationalismes étroits. Donc, il y a le fait que chacun veut avoir son petit lopin où il va être chef, patron, etc. Ça, c'est des handicaps mais qu'il faudrait combattre. Mais en attendant d'arriver là, je dirais qu'il faut marcher sur ces 2 jambes. On travaille avec ce qu'on a déjà. Déjà, même nous, le petit Sénégal qu'on est là, on a déjà suffisamment de ressources et d'opportunités pour faire bouger les lignes. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Et je dis, ce n'est pas au niveau de la théorie que ça se pose. Je pense que il y a presque un consensus. Il faut de la pratique. Sur les gens. Mais c'est dans la pratique, comme on dit, c'est la pratique, le seul critère de vérité. Ce qu'on dit en théorie, qu'on le pratique. Absolument. Quand on parle d'équité territoriale, par exemple, on dit aujourd'hui au Sénégal, tu vois le potentiel largement sous-exploité de ce pays-là. Ouais. Sur tous les plans. Je te donne un exemple.
On parle de promotion des hommes d'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a ici, sur la route de Rufisque, il y a la compagnie métallique africaine, SEMA. Vous savez que la SEMA, c'est une compagnie qui est presque au bord de la faillite. Alors que c'est une compagnie qui installe des mines d'or, des plateformes pétrolières ailleurs dans les autres pays, mais ils sont incapables de gagner des marchés ici au Sénégal. Ouais, ça, c'est Alors on ne peut pas faire la promotion des gens qui sont ici. Le savoir-faire de nos gens, ici. Vous parliez de développement industriel. Ce n'est pas une nouveauté, on en a toujours parlé. Mais aussi, nos équipements qu'on a au Sénégal, on ne les utilise pas. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a des Sénégalais ici qui fabriquent des unités industrielles? Combien de Sénégalais ont des brevets d'invention? Qui ont fait des prototypes? On ne les a jamais aidés à mettre. Vous vous souvenez qu'au début, quand le Japon est entré dans l'industrialisation, quand on voulait parler de mauvaise qualité, on disait japonais. Mais après, ils se sont améliorés, Le Japon est devenu un label de qualité. Chine, on disait chinois. Oui. Aujourd'hui, Chine, c'est devenu un label de qualité. Donc au Sénégal, il faut qu'on travaille avec nos équipementiers, nos ingénieurs, nos inventeurs, nos capitaines d'industrie, qu'on les valorise. Oui, le temps qui nous est parti terminé, malheureusement. Merci infiniment à Maria Sall, agro-passeur. Merci à Adam Cham, ingénieur en informatique, auteur du livre Les chemins de la dignité, Harmattan 2020. À la technique, Charles Koulibaly qui gère l'infographie et aussi la vidéo. Amadissi, bon dimanche à tous.